You're ghosting us, motherfucker. I don't care who you are back in the world. You give up position one more time, I'll bleed you real quiet. Leave you here. Got that? Happy Halloween, ladies. Watch out for that first step. It's a doozy. Huh? Huh? I fucking love that guy. When I am gone, you will have never been. How do you get this information? It just comes to you. This stuff just flies through the air. They send this information out, and it's just beamed out all over the fucking place. You all have to do is know how to grab it. See how to grab it. Why have I let the Supreme Being keep me here in the fortress of ultimate darkness? Because you... Oh, shut up. I'm speaking rhetorically. Oh, of course. I let him keep me here in order to lull him into a false sense of security. Ah, clever. Clever. When I have the map, I will be free, and the world will be different, because I have understanding. Understanding of what, Master? Of digital watches. And soon I shall have understanding of videocassette recorders and car telephones. And when I have understanding of them, I shall have understanding of computers. And when I have understanding of computers, I shall be the Supreme Being. God isn't interested in technology. He knows nothing of the potential of the microchip or the Silicon Revolution. Look how he spends his time. 43 species of parrots. Nipples for men. Slugs. Slugs? He created slugs. They can't hear, they can't speak, they can't operate machinery. I mean, are we not in the hands of a lunatic? Sir, look! If I were creating a world, I wouldn't mess about with butterflies and daffodils. I would have started with lasers. 8 o'clock, day one. Sorry. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Second Couteau, le podcast des acteurs et des actrices de premier plan. Je me rappelle de mon master de cinéma, j'avais un cours d'une jeune professeure qui venait d'avoir son doctorat et qui avait probablement travaillé sur la cinéphilie, mais du point de vue public. Aidée par le gouvernement, qui se situait selon elle, en tout cas la cinéphilie selon elle, était définie dans son éducation, dans le rapport à l'éducation de l'image, par un profil extrêmement scolaire. C'est le cas dans quelques collèges, je crois, et dans quelques lycées qui possèdent à l'époque, parce que j'ai quand même plus d'une trentaine d'années, des sections spéciales pour le cinéma, mais c'était quelque chose qui me perturbait fortement, et après ne pas avoir eu la moyenne à cet examen, je me suis permis de lui expliquer qu'il y avait d'autres cinéphilies, qu'une cinéphilie officielle et une éducation à l'image créée par l'école ou par le ministère de la Culture, et que bien évidemment il y avait autant de cinéphilie créée que par qu'il y avait de personnes qui appréciaient le cinéma. Et bon, justement, c'était rigolo parce que durant l'occasion du rattrapage, et d'ailleurs, quand j'ai passé le rattrapage, elle m'a dit « Je sais même pas pourquoi vous êtes là, parce que vous avez... Enfin, a priori, vous connaissez votre cours, donc bref. » Et je lui dis « Mais vous savez, il y a d'autres cinéphilies. Et moi, ma cinéphilie, c'est pas ça. Ma cinéphilie, c'est avoir passé des mercredis matins entiers devant le cinéma de quartier par l'immense Jean-Pierre Dionnet à regarder des vieux films de la Hammer comme Terreur sur le Shanghai Express avec Christopher Lee et Peter Cushing, qui est... Enfin, pour moi, était vraiment le summum du cinéma et de l'éclat, de voir ces deux mecs qui s'adoraient dans la vie, qui étaient les meilleurs potes, et qui jouaient les meilleurs potes à l'écran. Et ensuite, bien sûr, j'étais inséré par toute la génération Canal, mon grand frère, qui faisait partie de la première promo, qui a fait la Japan Expo, et lui était féru de films japonais, donc j'en ai beaucoup bouffé. Et j'essaie de lui expliquer tout ça, et elle m'a dit, c'est intéressant, mais je pense qu'il aurait fallu en parler durant mon cours. Et c'est vrai que je me suis toujours un petit peu dit, c'est un peu con, quoi. Donc des fois dans la vie, la bonne idée, c'est quand même de parler quand vous avez quelque chose à dire. Ça serait un peu trop bête parce que qui se tait, consent. Qui s'abstient, consent. Et oui, le cinéma de quartier a été une occasion pour moi de voir tous ces vieux films de la Hammer. Et parmi ceux-là, donc à côté du Terror Express, à côté d'un obscur film où je me rappelle où des blobs attaquaient une pauvre petite île en Angleterre, il y en avait un qui m'avait énormément choqué, j'étais très jeune, qui s'appelait Conte d'Outre-Tombe. C'était un film à sketch, il y avait 4 sketchs précisément, un avec Donald Pleasence, un où je me rappelle qu'il y avait une exorciste qui hurlait « Satan, fous le camp !»
Et le tout premier, qui était probablement celui qui a fait le plus d'impact pour ma jeune personne, où un homme a acheté un miroir, un vieux miroir, dans lequel il y avait un fantôme qui apparaissait, et le fantôme l'encourageait à commanditer des meurtres. Ce film a été fait en 1976, donc l'esthétique est pré-thatcherienne, avec des gens qui ont des coupes de cheveux non euclidiennes, et des styles vestimentaires parfois très surannés de l'Angleterre des années 70. Et l'homme qui suivait les crimes et les assassinats commandités par le miroir finissait par se faire tuer, et passait la dernière image du sketch, bien sûr glaçante, était que quelqu'un rachetait le miroir, et que maintenant c'était plus le reflet du vieil serial killer victorien qui apparaissait, mais celui du jeune apprenti, qui lui maintenant devenait le monstre dans le miroir. Et cet homme, cet acteur, c'était David Warner, l'homme dont nous allons parler aujourd'hui. Il est rare que je colle à l'actualité, mais je ne pouvais pas passer sur l'occasion de revenir sur la carrière du très grand David Warner, qui s'est éteint à l'âge de 80 ans d'un cancer le 24 juillet. Donc lorsque j'enregistre ces links, c'était il y a pas plus de 2 semaines. Et après avoir beaucoup hésité, j'ai quand même décidé qu'il fallait faire un épisode sur cette personne dont la carrière est assez importante, même si elle n'a pas forcément aussi bien fini qu'il aurait voulu. Et d'un autre point de vue, bien sûr, revenir sur son parcours qui est absolument éclectique et qui, moi, à certains moments, outre cette introduction un peu surannée, a eu quand même un certain impact sur beaucoup de ses films. Donc David Warner est quelqu'un qui est né pendant le Blitz, en 1941, à Manchester. Son père gérait une EHPAD, on va dire, donc non, plutôt une maison de retraite. Et en fait, il est né hors mariage, ce qui a été un très très gros problème à l'époque, ce qui fait qu'en fait, son enfance a été passée à valdinguer entre sa mère et son père. Et il a fini, après quelques années, puisque bon, il n'y avait pas de question de divorce, ni de rente alimentaire, donc il a fini par suivre son père et rester à s'installer à Manchester. Le problème, c'est que le petit David, dans son enfance, n'est pas quelqu'un de très doué. Il n'est pas bon pour le sport, il n'est pas bon pour l'école, et il le dira lui-même. J'étais nul en sport, j'étais tout maigrichon, et puis je n'entravais rien à l'école. Donc en fait, je me suis tourné vers la seule chose qui m'intéressait un petit peu. Et c'est rigolo parce que c'est souvent quelque chose qui revient dans toutes les histoires sur les acteurs dont je peux entendre parler. C'est que il a dit j'étais un peu, donc en anglais on dit kind of, à défaut, il s'intéressait un petit peu au théâtre, et donc il a fait du théâtre à l'école, et à défaut, après avoir fini l'équivalent du lycée, il a suivi une petite troupe amateur. Le problème, c'est que dans la troupe amateur, même s'il aimait ça, il s'est retrouvé on ne le laissait pas aller sur scène. On lui dit tu vas aller peindre les décors, donc il faisait ça, tu vas aller aider en backstage, donc il faisait ça, tu vas aider sur les costumes. Et il y a un moment, il s'est dit bon, c'est bien, mais au final, je suis en train de tourner avec une troupe amateur à travers l'Angleterre, et il se passe rien. Donc pour essayer de renforcer un petit peu son CV, on va dire, et ses connaissances, aussi bien en tant qu'acteur que dans les relations qu'il pourra avoir afin de décrocher le sésame, à savoir un agent et des rôles, il rentre à la Royal Academy of Dramatic Arts, qui est l'une des très très grandes écoles d'art dramatique en Angleterre, basée à Londres, en 61. Et il va faire, sur les planches, il va avoir beaucoup d'excellents acteurs qui vont être avec lui, notamment parmi sa promotion, il y avait Ian McShane, que vous connaissez comme étant Al Swearingen dans Deadwood, ou le Winston dans John Wick, donc qui est un peu ce vieil anglais qu'on connaissait pas trop en France, et qui nous est apparu avec Deadwood, et maintenant qui est un peu casté dans beaucoup de séries américaines et de films. Mais il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il a eu... en Angleterre, il était très très connu parce qu'il a fait une série dans les années 80 qui s'appelait Lovejoy, qui était une grande série avec un détective qui était assez charmeur et roublard, un peu une sorte d'anti-commissaire Moulin pour nous. Et bien sûr, maintenant, si vous l'avez déjà vu, vous connaissez sa présence, à titre d'exemple, dans la série Game of Thrones. Il est connu qu'il y a un moment où ça part vraiment en couille, où il n'y a plus les Dumb and Dumber, donc David Benioff et D.B. Weiss. Les showrunners n'ont plus vraiment d'idées, ils ont plus le texte, ils savent comment ça va finir, mais ils n'ont plus vraiment le texte des bouquins. Et il y a une saison, je me rappelle, je me rappelle de rien en fait, tellement je me faisais chier. Alors que j'aime bien les bouquins à la base, je suis plutôt un fan des bouquins. Et il y a juste un épisode qui est un bottle épisode, en fait, donc un épisode qui n'a pas vraiment lieu avec l'histoire principale, où il y a Rory McCann, donc c'est le grand type qui était jardinier à la base, qui joue le Hound, donc le mec un peu brûlé, et qui se retrouve coincé dans une sorte de congrégation religieuse, de mecs, pas de babacool, mais de gens qui veulent pas se battre. Et cette congrégation est dirigée par Ian McShane, qui joue un prêtre, un ancien mercenaire qui est devenu prêtre. Et dans le bouquin, c'est très important, en fait.
Dans le 4e bouquin, Fist for Crows, c'est vraiment pour appuyer en fait le principe. Le mec, il a un long hiatus dans le bouquin en disant bah ouais, mais en fait, tu sais, les mercenaires ils partent, la fleur au fusil, puis peu à peu ils dégénèrent en brigands parce qu'ils ont plus de thunes, parce qu'ils ont bien bouffé, puis ils violent les machins. Mais c'est pas vraiment leur faute, c'est le système qui est comme ça. Et donc il dit, grosso modo, essayer d'œuvrer pour la paix, c'est extrêmement important parce que la violence ne rime à rien. Et c'était vraiment, dans le bouquin, c'est super chouette, et je me dis, bah, qui vont prendre pour faire ça dans la série? Et ils ont pris Ian McShane, qui était une excellente idée, parce que, grosso modo, c'est le seul épisode dans toute la saison qui est vraiment important, quoi, qui est vraiment intéressant, et le reste est complètement zappé. Donc, pour dire que Warner, avec McShane, et surtout avec l'immense John Hurt, s'est retrouvé avec d'autres acteurs d'anthologie, et c'est pour vous montrer que voilà, la Royal Academy Dramatic Arts, c'est vraiment un creuset pour les très très grands talents et acteurs de l'Empire britannique, enfin de l'Angleterre plutôt, c'est plus l'Empire, enfin en tout cas plus à cette époque je crois, et donc il sort de là, et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, comme beaucoup donc il va se remettre à faire du théâtre, il va juste avoir un tout petit rôle en 63 dans Tom Jones, donc de Denis Richardson avec Albert Finney. Donc Tom Jones, c'est pas très connu chez nous, mais si vous avez fait si vous avez étudié la littérature anglaise à l'école, ou à la fac, en fait, vous savez que c'est un bouquin qui date du XVIIIe siècle, qui est un des très très grands livres sur la vie d'un gamin qui est recueilli. Donc c'est Tom Jones, A Foundling Story, qui est fait par Henry Fielding, je crois, qui est c'est le grand roman britannique qui va inspirer ensuite beaucoup, notamment Balzac, qui va inspirer Dickens aussi pour ses romans de Bildung, pour ses romans justement comme Oliver Twist ou David Copperfield. Et c'est vraiment c'est un peu vieilli bien sûr, mais c'est un super bouquin et qui a été adapté, nous reçoit à l'écran. Et la première grande adaptation, c'est celle avec Finney. Et donc Warner a un tout petit rôle dedans, il joue une sorte de malandrin, de brigand. Mais ce qui est intéressant, c'est que le directeur de casting de ce film-là, qui a remporté après un Oscar l'année d'après, c'était le même directeur de casting que Tron. Donc vous allez comprendre pourquoi, parce que Tron, qui sort en 82, bah c'est marrant, Warner va revenir dessus. Mais en 63, bon, il essaye de vivoter comme il peut, il n'est pas encore très connu, donc il change son fusil d'épaule, et en fait il continue dans le théâtre. Et il va rejoindre la Royal Shakespeare Company, qui est basée à Stratford-upon-Avon, qui est la ville d'origine de Shakespeare, où cette très célèbre compagnie de théâtre, dont sont issus énormément d'acteurs, je sais pas, Patrick Stewart par exemple, de Star Trek qui vient de là, vous avez Charles Dance qui était, il y a énormément de gens plus ou moins connus qui en ont fait partie ou qui ont été, qui ont tourné à Stratford-upon-Avon pendant un certain temps. C'est vraiment une sorte de pèlerinage pour tous les grands acteurs dramatiques britanniques, surtout à cette époque. Et il va faire plein de rôles. Il va jouer Henry VI, il va jouer notamment Hamlet, le rôle titre d'Hamlet, avec notamment Malcolm McDowell qui va jouer un tout petit rôle, genre il a une ligne, et ça va lui permettre un peu de se forger une expérience, un caractère en tant qu'acteur, tout en lui permettant de vivre et de faire quand même dans l'une des plus prestigieuses compagnies de théâtre britanniques. À partir de là, il va commencer peu à peu à décrocher des rôles ici et là. Surtout son premier vrai rôle qu'il va lancer, c'est où il est le rôle titre. D'ailleurs, c'est l'un des rares films où il est first billing, où son nom apparaît en haut de l'affiche. C'est un film qui est fait en 1966, qui est un peu bizarre, qui s'appelait Morgan. C'est A Suitable Case for Treatment. Et c'est en fait un film en noir et blanc, donc ça commençait à être un peu plus vraiment le cas à l'époque, qui donc c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Morgan, qui est marié avec Vanessa Redgrave, et en fait il est un peu foufou, il y a tout c'est un peu l'époque, aussi avec Godard en France, grosso modo c'est un fils de communiste, et il est complètement omnubilé par le marxisme, et il est un peu fou, donc sa femme, Vanessa Redgrave, dit j'en peux plus tes conneries, elle le quitte, et parce qu'elle le quitte, lui il pète un plomb, et il essaie de la reconquérir, parce qu'elle a un peu pitié quand même, et donc il va engager un catcheur qui est déguisé en gorille pour la kidnapper, puis à la fin il va arriver lui-même avec une combinaison de gorille sur un tricycle. C'est complètement walou, c'est complètement barré, et le film remporte suffisamment d'écho au niveau critique, et pas tellement public, mais il se fait connaître comme ça, et ça lui ouvre pas mal de portes, notamment il va jouer dans une adaptation de Sidney Lumet, qui va adapter La Mouette de Tchekhov en film, et ça lui ouvre concrètement par Lumet la porte d'Hollywood. Ce qui est vraiment l'endroit où il va commencer à se déporter, même si, il reviendra en Angleterre, et ça reste sa patrie. De là, il va avoir la grande chance qu'il va avoir,
c'est que Lumet va le mettre en relation avec Sam Peckinpah. En fait, un jour, soit vers 70, Sidney Lumet l'appelle et dit écoute, tu vas être appelé par un gars qui s'appelle Sam Peckinpah, donc c'est avant l'art de sauvage, donc il n'était pas super connu en Angleterre. Tu dis oui. Donc ok, Warner se fait appeler par Sam Peckinpah, il dit je suis en train de tourner un western dans le Nevada, elle s'appelle la balade de Cable Hodge, est-ce que ça dit de venir? Tu joueras un prêtre. Il dit ok, ça m'intéresse. Donc il se prépare et tout, et le jour avant de prendre l'avion pour Los Angeles, il a une crise de panique, terrible. Et donc je rappelle, on est en 70. Donc il dit je peux pas prendre l'avion à son agent, et l'agent dit mais t'es complètement taré, si tu fais pas ça, tu vas tout perdre, tu vas être blacklisté, enfin, faut que tu prennes des médicaments. Il a dit non, je peux pas, mais je sais ce que je vais faire, je vais y aller en bateau. Donc il a pris, il complètement, un truc complètement dingue. Donc il prend le ferry, il arrive en France, il va jusqu'à Barcelone, il prend le bateau. Ensuite, il va jusqu'à New York. De New York, il prend le train, il va jusqu'à Los Angeles. À Los Angeles, on dit monsieur, vite, prenez votre taxi et allez dans le Nevada. Donc il prend le taxi. Il y a une espèce de voiture qui l'amène jusque dans le Nevada, à Las Vegas, et il y a la légende veut que Sam Peckinpah l'accueille et lui fasse Welcome to the club. Donc Peckinpah c'est un mec, il est particulier. On sait tous, et les frasques qu'il a dans sa vie sont incroyables, surtout que plus ça avançait, pire c'était. Mais en tout cas, il fait preuve d'une loyauté absolument incroyable face à ce petit acteur britannique que pas grand monde connaissait en fait. Et donc il joue dans Cable Hodge un prêtre perdu dans le désert qui va se retrouver peu ou prou avec Jason Robards, qui est absolument incroyable. Donc pour Warner, c'est l'occasion aussi de bosser avec Jason Robards, qui est qui est un acteur de la génération d'avant, on va dire, qui a regardé jeune et qui l'apprécie énormément. Et Peckinpah va le rappeler par 2 fois. La première fois qu'ils veulent le rappeler, c'est pour Les Chiens de paille. Et à ce moment-là, c'est Peckinpah qui vient en Angleterre et qui rappelle Warner et dit écoute, j'ai besoin de toi, je suis en train de faire un film. Il y a Dustin Hoffman, ça va être super. Et Warner dit je peux pas parce que j'ai eu un accident. Donc en fait, Warner s'était pété les jambes. Il avait les jambes dans le plâtre, enfin, au moins complètement cassées. Il dit je peux pas parce que si. En fait, ça va être un enfer pour les assurances. C'est-à-dire que dans le système hollywoodien, bien évidemment, il y a un système d'assurance qui fait que si jamais l'acteur est incapacité, il y a remboursement, il y a paiement de la production, il y a paiement du distributeur, enfin c'est tout un schmilblick. Donc Warner lui dit moi j'adorerais jouer dans ton film, mais je peux pas parce que ça passera pas au niveau des assurances. Et Peckinpah, un peu comme je parlais dans l'épisode de Brian James il y a 2 épisodes, dit t'inquiète pas, je paye tout. Et donc ça a beaucoup touché Warner qui a dit ok, je vais faire le film. Et en fait, par le jeu des contrats, l'agent de Warner a essayé de bosser pour dire non, il faut que tu aies un top billing, il faut que tu apparaisses sur l'affiche, parce que tu as fait Morgan avant, maintenant tu es connu en Angleterre. Et en fait, très malins, les producteurs ont dit mais ok, pas de souci, machin, l'assurance, c'est Peckinpah qui prend en charge, par contre, vous n'apparaîtrez pas dans le générique, vous serez non crédité. Et Warner était tellement appréciatif de ce qu'avait fait Peckinpah qu'il a dit ok, je m'en fous, quoi. Et donc c'est assez bizarre parce qu'il a un rôle assez important. Donc Les Chiens de paille, c'est un film absolument incroyable et polémique. John Carpenter expliquait que quand il avait donné des cours à l'UCLA pendant un semestre, il y avait 2 films qui avaient provoqué des réactions extrêmement fortes auprès des étudiants. Le premier, c'est l'Empire des Sens d'Oshima. Donc c'est normal, parce qu'en général, quand on coupe la bite de quelqu'un et qu'on court à moitié à poil dans la forêt, ça laisse des marques. Mais l'autre film, c'est Les Chiens de paille. Et il disait, en fait, à la fin, il y avait des gens qui voulaient se lever et lui casser la gueule. Et il y avait des débats absolument monstres dans l'Assemblée. Parce que c'est un film qui est extrêmement violent, qui est très dérangeant, et je suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui dans le climat où on cherche justement un policier, où les réseaux sociaux ont tendance à encourager la polarisation de plusieurs camps sans aucune possibilité de débat. Je suis pas un grand fan des réseaux sociaux, je l'avoue. Et donc c'est un film, donc pour rappeler l'histoire, c'est un Américain très cérébral qui vient s'installer avec sa femme américaine au fin fond de l'Angleterre, et ça dégénère, enfin ça devient très très compliqué, et l'une des sous-intrigues en fait, c'est qu'il y a un idiot du village qui s'appelle Niles dans le village qui est accusé d'avoir tué une gamine. Et en fait donc c'est David Warner que va recueillir Dustin Hoffman dans sa maison, et tous les gars du village veulent le tuer, veulent le passer à tabac et ensuite le pendre. Et Dustin Hoffman dit c'est ma maison, vous barrez, et je le garde avec moi, et machin, et tout ça, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Et donc c'est un rôle assez... il peut pas trop se lever, vous le voyez quand il marche dans le film, il est à moitié boiteux, forcément. Mais le film, en fait, lui
le dessert, en fait, ça marche pas tellement pour lui, parce qu'en fait, le film va tellement avoir un niveau critique polarisé, donc pas besoin de Twitter à l'époque. Il y en a qui vont dire que c'est un excellent film, et d'autres qui vont... Enfin, ça va vraiment gueuler. Et il y a une critique particulièrement acerbe à l'époque en Angleterre qui dit bah, finalement, c'est tant mieux que David Warner ne soit pas crédité sur ce film, parce que ce film est une abomination. Donc on en est là, le niveau est très haut, et c'est un peu le moment où les espoirs de David Warner en tant que premier rôle, en tant que grand rôle, vont peu à peu disparaître. Il fera une troisième collaboration avec Peckinpah dans un super film qui sort plusieurs années plus tard, en 77, donc près de 5 ans, qui s'appelle Les Croix de Fer, que je vous recommande énormément, où il n'a pas un grand rôle, hein, mais le principe du film, c'est que c'est le front de l'Est, donc le front russe, du côté des Allemands. On suit notamment l'immense James Coburn, qui est une sorte de super soldat qui est au milieu d'une unité qui est complètement déprimée. Il y a un gradé qui veut absolument obtenir la Croix de Fer, qui est l'un des plus grands mérites que puisse avoir un soldat allemand durant la Seconde Guerre mondiale, en essayant de remonter le moral des troupes. Enfin, c'est vraiment un super film, enfin, je vous encourage, et c'est assez chouette parce que Warner joue encore, parce que ça a pu être le cas après, un rôle très compatissant. Il joue plutôt il joue un sous-off qui voit en fait qui comprend la misère et la détresse dans laquelle sont les hommes, enfin les soldats du front. Et c'est exactement comme, et je pense que c'est très inspiré d'ailleurs, c'est exactement comme Das Boot qui sort peut-être 5 ou 6, en 81 je crois, avec de Peterson, avec Jürgen Prochnow, où c'est un peu pareil mais dans un sous-marin où les mecs sont désabusés, il y a un mec du parti qui vient. Non, c'est vraiment un super film sur la guerre, et justement c'est un film très dur, mais que je vous conseille fortement. Donc hélas, c'est le moment aussi où Warner, donc la mi-des 70, commence sa lente et inéluctable, j'ai envie de dire, transformation de jeune aspirant second rôle en second couteau. Et encore, j'aime pas, j'utilise mon terme second couteau, mais c'est plus que il va avoir besoin d'argent. Il va peu à peu migrer vers les États-Unis, il va s'installer aux États-Unis, et il va acheter une maison aux États-Unis, et comme il dit, à un moment, il faut que tu payes le mortgage. Donc, il faut payer l'emprunt. Et pour reprendre la célèbre formule de Ron Perlman, quand on lui demande pourquoi est-ce que vous allez faire des films pourris en Slovénie ou en Roumanie, et il a dit ma femme aime les chaussures. Ce qui veut tout dire. Bon, après Ron Perlman, c'est un cas un peu particulier. Je pense que je ferai un long épisode sur lui, tellement le personnage est succulent et sa biographie est absolument exceptionnelle. Donc Warner va passer du côté des méchants. Il va passer du côté plutôt de l'opposition et plus du gentil héros protagoniste ou du personnage secondaire très intéressant. Ça commence, donc, comme j'avais expliqué, dans Conte d'Outre-Tombe, qui est une sorte, en 76, une sorte de petit film post-Hammer, fin de la Hammer. Et ça continue avec notamment un film qui s'appelle Nightwing, que j'ai beaucoup aimé en 79, qui vous pouvez trouver sur YouTube. Il est entièrement sur YouTube, où il joue une sorte de... Comment expliquer ? C'est un film en fait qui mélange le mythe du vampire avec les croyances amérindiennes et un concept scientifique. C'est-à-dire que, en gros, dans une réserve indienne, il y a un Indien qui lance, un chaman qui est débouté, qui lance une grande malédiction pour amener la fin des temps. Et cette fin des temps amène sous la forme de chauves-souris vampiriques qui arrivent et qui propagent une peste en fait. Donc tous les mecs de la réserve meurent. Et David Warner arrive, et c'est le scientifique britannique qui étudie les chauves-souris et qui explique mais non, c'est pas une prophétie apocalyptique de la fin des temps, c'est parce qu'en fait c'est des chauves-souris qui propagent un virus. Donc c'est l'opposition bien sûr scientifique supernaturelle. C'est un chouette petit film qui a été défoncé à l'époque. C'est rigolo parce qu'en plus c'est fait par le mec qui a fait Love Story, qui était l'un des plus grands succès des années 70. Et peu à peu, vous voyez que sa carrière s'est cassée la gueule. Enfin, c'est pas terrible. En tout cas, ouais, Nightwing, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder. C'est toujours sympathique. Et bien sûr, un peu avant, il a fait, en 76, La Malédiction. Donc, ce grand film d'horreur qui est très connu, de Richard Donner, avec Damien, le fils de Satan. Je l'avais jamais vu, en fait. J'avais vu que le 3, où il est tout grandi, et il est joué par... C'est joué par Sam Neill, ce bon vieux Sam Neill qui aura tant donné pour le cinéma d'horreur. Et donc dans le premier, il a quand même, Warner a un rôle qui est assez important. Il n'est pas, je crois, dans les top billings, mais il partage la vie avec Gregory Peck, excusez-moi du peu, et il en ressort il joue un photographe qui, dans ses photos, voit comment vont mourir les gens. Et donc il sait que lui aussi, il a pris un autoportrait, il sait qu'il va mourir, donc il cherche avec Gregory Peck un moyen d'arrêter le mal et de stopper Damien pour pas que la malédiction s'abatte. Il a un excellent... En fait, dans le film, si vous le regardez, la deuxième partie du film, c'est une longue enquête entre Gregory Peck et David Warner qui commencent à trouver la source de Damien,
comment le contrer. Il y a des images absolument incroyables. Son donneur, je pense que c'est un très grand cinéaste, un très grand réalisateur, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je pense que son Superman était très très bien, et là il prouve en fait que c'est quelqu'un qui peut passer d'un genre à l'autre. Et là, autant la première partie c'est un peu ronflant et c'est très 70s, autant la deuxième il y a vraiment des morceaux glaçants. Je pense à toute la scène du cercueil, et bien sûr, je vais vous spoiler, la mort de David Warner, elle est incroyable. je vous la conseille chaudement. Et ce qui est rigolo, c'est que ce film, donc Warner a un excellent souvenir, lui, sur le tournage, hein, puisqu'il se retrouve avec Gregory Peck, qui est l'une de ses idoles, qui est une crème, et il explique, en fait, il a dit « J'ai beaucoup travaillé avec des gens qui étaient très connus, notamment Vanilla Ice, dont il n'a pas un super souvenir, mais il y a souvent des gens qui sont odieux, des gens très connus, qui sont dégueulasses, désagréables, et il dit « J'ai passé beaucoup de temps, en fait, coincé avec Gregory Peck, on est même hôtel, on faisait que les répétitions ensemble, et il dit « C'était un mec qui était adorable, c'est une vraie crème, et c'est plutôt cool de savoir que des fois, les mecs sont pas... Les grands acteurs hollywoodiens sont pas des sociopathes, comme ils sont décrits dans le Hollywood Babylone de Kenneth Anger, mais des gens qui peuvent être plutôt sympathiques. » Il continue un peu sa transformation de jeune premier en méchant avec un autre film que j'ai beaucoup apprécié, qui sort dans ces années-là, en 1979, qui s'appelle Time After Time, qui est un film très très malin en fait, où en gros Malcolm McDowell, hein, qui sortait d'Orange Mécanique et de If, qui était très connu, voulait faire autre chose qu'un sociopathe. Il a dit « J'en ai marre de jouer des sociopathes à l'écran, je joue un gentil ». Il se retrouve face à un scénario de science-fiction qui est assez rigolo, qui fait un peu penser... c'est un bouquin de Matheson à l'origine qui s'appelait La jeune fille, le temps et la mort, qui en français, en anglais, je ne sais plus comment s'appelle le film, mais qui sort 2 ans plus tard, en 82, et qui raconte l'histoire d'amour entre Jane Seymour et l'immense Christopher Reeve. Et en fait, Christopher Reeve tombe amoureux d'une photographie d'une vieille actrice à la Sarah Bernhardt du tout début du XXe siècle. Et en fait, il arrive à se projeter dans le passé pour devenir son amant. Je rappelle que Jane Seymour, c'est Dr. Queen, médecin. Mais c'est un super film, franchement. Et donc, ça fait un peu partie de cette mode-là, du voyage dans le temps romantique. Donc, en 79, donc près de 3 ans avant, Time After Time raconte en fait l'histoire de Malcolm McDowell, qui joue H.G. Wells, donc le grand écrivain de science-fiction, qui crée la machine à remonter dans le temps. Il la montre à la fin du 19e siècle, il la montre à ses amis, et il y a la police qui sonne à la porte et qui dit en fait, on pense que Jack l'Éventreur est parmi vous. Et en fait, un de ses meilleurs amis, Stevenson, qui est joué par Warner, et Jack l'Éventreur, et il utilise sa machine à remonter le temps, qui marche, pour se transporter dans le San Francisco des années 70. Et donc, pour essayer de réparer son erreur et de ramener son ancien ami à la raison et potentiellement qu'il ait un procès, H.G. Wells, donc Malcolm McDowell, qui est censé être l'idéal, c'est très intéressant dans le film, c'est qu'il c'est un idéaliste, c'est-à-dire que H.G. Wells, à l'époque, c'était un socialiste et quelqu'un qui croyait vraiment qu'il allait y avoir une utopie. Donc, il voyage dans le temps à San Francisco de nos jours, dans les années 70, pour retrouver le Jack l'Éventreur. Et c'est vraiment un super film, enfin, moi, je vous recommande très chaudement. Il y a une super duplicité entre Malcolm McDowell, Mary Steenburgen, donc elle devient sa femme, qui joue en fait le love interest dans le film, et David Warner, qui joue un Jack l'Éventreur absolument incroyable. Voilà, la première scène, c'est une vue à la première personne quasiment d'un assassinat qu'il va faire. En fait, il tue une prostituée, et c'est vraiment glaçant. Et le gars, en fait, ce qui est incroyable, c'est que au-delà de la légende de Jack l'Éventreur, il y a un véritable côté humain entre la fraternité qui existe, c'est-à-dire que David Warner, en tant que Jack l'Éventreur, essaie de convaincre Malcolm McDowell que l'humanité est néfaste et que de toute façon, lui, il n'est pas grand-chose, que Jack l'Éventreur, en fait, c'est juste un fait divers par rapport à la bombe atomique, par rapport à l'Holocauste. Et à l'inverse, Malcolm McDowell essaye de le ramener en fait à une sorte de raison victorienne, et lui, il puise dans son idéalisme pour que la justice triomphe. C'est vraiment chouette, parce que forcément, il y a des astuces qui voyagent dans le temps, donc à un moment, il voyage dans le temps, dans le futur, pour prouver que ça marche bien à sa copine, et en fait, il tombe sur un magazine qui dit qu'elle va mourir dans 5 jours, et donc, c'est un super petit film sur le travail dans le temps, et la performance à la fois de McDowell et de Warner marche extrêmement bien. Et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est comme je disais, Malcolm McDowell et Warner étaient tous les deux à la Shakespeare Royal Company à Stanford upon Avon. C'est là qu'ils sont connus. Et à l'origine, pour le film, la production voulait impérativement Mick Jagger pour jouer Jack l'Éventreur. Parce qu'il trouvait ça cool, parce qu'il trouvait ça génial. Et en fait, c'est le reste, c'est le scénariste, c'est le réalisateur qui sont battus pour que ce soit Warner, parce qu'eux, ils voulaient Warner, impérativement, pour qu'il joue ça, pour qu'il joue ce rôle.
et il l'a eu, et grand bien nous fasse. Donc c'est encore une fois un film qui a pas très bien marché à l'époque, mais qui a acquis, comme Somewhere Out of Time, donc le film dont je parlais avec Jane Seymour et Reeves, une sorte de statut culte peu après. Donc, et une majorité des films que Warner va faire dans ces années-là sont du même acabit. Je reviens brièvement sur Tron, que vous connaissez probablement tous, sorti en 82, production Disney, qui a énormément floppé, qui, en fait, techniquement, elle a floppé, mais en fait, ils se sont rattrapés sur les ventes à l'étranger. Donc, qui est censé expliquer comment marche un ordinateur. Il y a Jeff Bridges, et l'infâme, il y a Brooks Boxleitner, qui va être le futur commandant Sheridan dans Babylon 5, qui joue Tron, et le méchant, qui joue à la fois, donc il joue 3 rôles, parce qu'il joue le méchant sous-PDG de l'entreprise, il joue Sark, qui est le méchant dans l'ordinateur, et il donne sa voix aussi au MCU, qui est l'espèce de gros robot triangulaire dégueulasse qu'ils ont parodié dans South Park. Et il se fait plaisir, enfin, et c'est là en fait où il a... Et ça, je pense que c'est un héritage vraiment américain, c'est vraiment un truc d'américain, où mettre un Britannique comme méchant renvoie consciemment ou inconsciemment au fait que les États-Unis sont devenus indépendants de l'Empire, et que donc mettre un méchant anglais, tout de suite, je sais pas, ça doit résonner avec eux quelque part en se disant « Ah ouais, mais si on a un anglais, déjà ça apporte plus de classe à notre film ». Et en plus, c'est le triomphe de l'américain sur le colonialisme britannique. Donc, bon, bref, donc c'est bien, parce qu'en fait, Warner, ça va lui permettre, encore une fois, d'avoir un autre rôle. Et comme souvent, dans sa carrière, enfin, c'est pas qu'il le déplore, mais il trouve ça un peu dommage, c'est que c'est jamais quelqu'un qui va obtenir des rôles, enfin, par son talent, bien sûr, mais c'est parce souvent, il remplace quelqu'un. À l'occurrence, ils avaient proposé le rôle, Disney voulait pour ce rôle Peter O'Toole. Et Peter O'Toole a dit « Bah non, parce que j'y connais rien en ordinateur, et très franchement, votre truc, ça m'emmerde. » Donc Warner s'est trouvé là-dedans comme ça. Il y a beaucoup de rôles dans lesquels il va tomber comme ça, notamment Bandy Bandy, qui est aussi une super performance, qui va donner la même année, je crois, ou un an plus tôt. Donc c'est un film de Terry Gilliam sur des espèces de nains qui voyagent dans le temps, des voleurs. C'est un film pour enfants, en fait, où il y a un gamin, un petit Britannique qui les suit, et donc il y a des caméos de fous. Enfin, il y a Sean Connery qui joue Agamemnon, et il y a la puissance suprême qui est censée être Dieu, parce que Gilliam est assez croyant, qui est joué par Ralph Richardson, qui est un des très très grands acteurs britanniques de l'après-guerre. Donc c'est normal, il jouait Dieu en fait. Et le mec, on dit parce que vous êtes déjà Dieu dans la vraie vie, on va vous donner le rôle de Dieu. Et donc le gars, il s'est vraiment pris au jeu. Donc il rayait le script et il mettait en encre rouge « Non, Dieu ne dirait pas ça ». Et donc face à Dieu, il y a Satan, enfin Evil dans le film, qui est joué par David Warner. Il a un espèce de costume extrêmement lourd. Il a beaucoup souffert par la performance, que c'est un costume avec des gadgets. Il y a la tête qui s'ouvre et tout, et il joue un Satan qui est absolument génial, parce que l'écriture, c'est Terry Gilliam, et c'est Michael Palin, qui est un peu le Monty Python, qui a plutôt bien fini ses carrières en évitant de devenir raciste, en faisant beaucoup de voyages et de documentaires sur le voyage, et donc c'était pas le plus connu, en fait, c'était pas Graham Chapman, qui était hyper charismatique, mais bon, il fait son petit truc, et le scénario et les dialogues sont à se pisser dessus. Enfin, la présentation de Evil, qui dit, de toute façon, qu'est-ce qu'a fait l'être suprême? Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a mis des tétons sur les hommes. Donc il s'envoie un laïus dès qu'il commence à faire dès qu'il donne des commentaires positifs assez larbins. Il dit « Ah, je m'excuse, je vous ai dit quelque chose de bon et tout, je voulais pas, qu'est-ce qui m'arrive ?» Enfin, c'est absolument super, et il joue vraiment pas si mal, en fait, pour un rôle qui est toujours à la frontière de la grosse potacherie et d'être censé incarner quelque chose avec un peu de gravitas, puisqu'il est censé être Satan, et il va quand même tuer un des petits nains. Enfin, il y a tout un côté par rapport à l'enfant, c'est-à-dire que ça reste un film d'enfant, mais avec des enjeux. Enfin, on peut pas présenter aux enfants le monde aussi cruel qu'il l'est, mais par contre, on peut utiliser des allégories, et je trouve que pour ça, ce film, qui a fondamentalement une impression religieuse, quoi qu'on en pense, est un super film justement pour les enfants, pour illustrer tout ça. Là, justement, à la fin, le gamin dit à Dieu, enfin au Supreme Being, mais pourquoi est-ce que vous écrivez evil? Et puis il y a Dieu qui se retourne, il a un pif. Ah, je crois que c'était pour une histoire de libre arbitre, ou je suis pas sûr. Enfin, donc c'est encore une fois un petit rôle, c'est un rôle en Angleterre qu'il a eu parce que Jonathan Pryce, qui devait le jouer, s'est désisté. Et il s'est désisté pourquoi? Parce qu'il a dit j'ai besoin de fric. Et ce rôle paye pas assez, il faut que je peux aller bosser ailleurs pour faire plus de fric. Bon, après, Jonathan Pryce reviendra pour faire Brésil, donc ça c'est plutôt bien fini, mais encore une fois, Warner est toujours sur cette espèce d'idée de dire, tiens, je vais prendre la place de quelqu'un, parce que
parce qu'il n'y a pas le choix. Et on va le retrouver souvent dans le réalisateur de Time After Time, donc Nicolas Meyer, dont il y a une super interview dans le dernier Okirama, va commencer à faire du Star Trek. Donc il va faire du Star Trek, il va faire Star Trek 5, Star Trek 6, et Warner va être appelé à nouveau pour bosser avec lui dans des rôles, je suis pas un expert Star Trek, mais dans le 5, il va jouer un humain, dans le 6, il va jouer un Klingon, et à chaque fois, bon, il fait acte de présence, et comme il disait, c'est vraiment le moment où je devais payer ma maison. Et on le retrouve, et il a souvent des rôles comme ça, notamment, je pense à Waxwork, qui est de la même époque, qui est un gros film débile de 88, où il joue un directeur de maison de cire qui est satanique, et qui se retrouve... En fait, c'est une sorte de film à sketch où il enferme des adolescents dans des visions, donc avec Dracula, avec le marquis de Sade, et à la fin, il y a une espèce de... C'est comme dans Frankenstein, il y a un soulèvement de paysans qui sont dirigés par Patrick Macnee, donc le mec de chapeau melon et bottes de cuir qui est en chaise roulante. Et sa chaise roulante, elle a une peinture, elle est peinte façon camo militaire. Enfin, c'est n'importe quoi. Le film, il est débile. Et il a un peu vieilli, mais comme tout, il a pris un peu un statut culte avec le temps. Et pourtant, Dieu sait que c'est très très con avec des nains qui parlent avec des voix d'hélium, de tous les clichés à la con que vous pouvez penser, ils sont dans ce film-là. Mais bon, voilà, Warner continue son petit bonhomme de chemin, et il se fait connaître, en fait, assez rigolo, par la génération, après être connu dans les 60s et 70s, il se fait connaître, en fait, auprès des enfants, pour ses rôles dans des espèces de slashers horrifiques débiles, dans les Star Trek, dans les Tortues Ninja 2, où il joue un scientifique qui est enfin gentil, le scientifique qui va étudier le ooze, l'espèce de liquide qui transforme les pauvres animaux en espèce de gros animaux mutants. Il appréciera, il dira notamment, j'ai eu énormément de respect pour les acteurs qui jouaient les tortues, parce qu'en fait, ils pouvaient rester que 15 minutes dans les immenses costumes sans crever de soif. En fait, au bout de 15 minutes, il fallait leur mettre de l'eau, les faire boire, les asperger d'eau, sinon les pauvres gars, ils commençaient à faire des syncopes. Et donc, il se fait connaître vraiment pour une nouvelle génération, dans ce rôle du Britannique méchant, dans ses films pour enfants. Et il va aussi continuer dans un autre domaine qui est un rôle, en tout cas un domaine qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici, c'est le doublage, simplement. Puisqu'on va le retrouver dans une majorité des dessins animés de la Warner, notamment Freakazoid et Batman. Et c'est là où, pour moi, Warner prend une influence assez importante pour une nouvelle génération, à savoir la mienne, c'est qu'il va jouer le personnage de Ra's al Ghul dans Batman, la série animée. Et il a c'est quelqu'un qui a pas, comme il explique lui-même, il dit « je peux pas varier dans ma voix », c'est-à-dire qu'il a un accent de Manchester, qu'il a un peu tué, mais il reste une édition très britannique, et c'est très dur pour lui de vraiment changer de ton. Et pourtant, il va apporter, par sa voix, un nouvel intérêt, je dirais, dans la série, puisque jusqu'ici, vous aviez essentiellement, il y avait des très très bons acteurs, un cast très américanisé, mais notamment avec des gens, il y a Adrienne Barbeau qui joue Catwoman, il y a Mark Hamill qui joue le Joker, le Batman, je pourrais y passer des heures à vous en parler, et lui joue donc Ra's al Ghul, qui est un personnage qui a été créé après que Batman soit devenu un peu une blague, donc après le post-Adam West, dans les années 60, donc en 70, c'est Denis O'Neill et son comparse Neil Adams au pinceau, qui vont réintroduire en fait un Dark Knight, disons, plus sombre, plus posé, plus porté sur l'enquête. Et l'un des personnages qu'il crée, c'est Ra's al Ghul, qui est une sorte de Moriarty écologique. Donc si vous avez vu le film Batman Begins, vous avez un peu une idée. Mais en gros, c'est un gars c'est un immortel qui a une cuve qui lui permet de se régénérer et de rester immortel, mais au prix forcément de sa santé mentale. Il a des hordes de plus ou moins ninjas, l'armée des ombres à son service, la League of Shadows, pardon, qui s'entraîne dans le désert, et son truc, en fait, c'est qu'il veut... Batman, il appelle toujours Detective, donc jamais Batman ou l'homme chauve-souris ou Bruce Wayne, parce qu'en fait, il le juge uniquement sur ses facultés mentales. Parce que son but, en fait, dans le dessin animé, en tout cas, c'est que Batman devienne peu ou prou, adopte son point de vue, à savoir que l'humanité est pourrie, qu'il faudrait tuer tous les hommes pour faire en sorte que la planète survive, ce qui est un peu extrême, mais bon, le temps passant et la canicule, on peut commencer à voir son point de vue comme sous un autre angle, et donc il lui met toute une série de pièges et d'indices, en tout cas quand il apparaît, pour tester en fait son intelligence et son titre de plus grand détective du monde. Et donc Warner offre vraiment un point de vue complètement différent par rapport au Joker et tout ça, en offrant vraiment, quand il apparaît, toujours des indices, des puzzles, et son double épisode où il apparaît, c'est vraiment ça en fait, c'est une sorte de course-poursuite qui finit par ramener
cette grande performance où Ra's al Ghul va mourir, il le balance dans le puits de Lazare, qui est là où il se régénère, et il sort en hurlant, et quand t'as 10 ans, c'est vraiment enfin, tu restes scotché à ton écran en attendant le prochain épisode. Enfin, c'était vraiment incroyable. Il va aussi avoir des rôles un peu plus rigolos dans Freakazoid, où il joue le Lob, donc une espèce de gros cerveau, un super méchant qui est juste un gros cerveau, quoi, simplement, qui se balade. Et plein de petits rôles comme ça, je crois que c'était dans Toon Sylvania, où il joue une sorte de monstre de Frankenstein, de docteur de Frankenstein. Et à chaque fois, comme il dit, en fait, il adore ces rôles-là. Contrairement à beaucoup de gens, en fait, il a aucune appréhension par rapport au voice acting. Je rappelle aussi que, bon, en Angleterre, ils ont une longue tradition de faire des doublages et des feuilletons radio qui perdurent encore. Je rappelle que Lord of the Rings, celui de Peter Jackson, a été inspiré par un très très grand feuilleton radio de Lord of the Rings des années 80, et que Peter Jackson, enfant, en 81, écoutait religieusement ses retransmissions radio sur la BBC. Et si vous l'avez jamais écouté et que vous êtes un peu versé dans l'anglais, je vous le conseille. C'est 13 heures de bonheur. Il y a un cast incroyable. Il y a Ian Holm qui joue Frodon. C'est pour ça qu'il a casté ensuite Ian Holm pour jouer Bilbon. Il y a William Knight, donc Bill Knight, qui est tout jeune. Et plein d'acteurs qui sont absolument incroyables. Robert Vaughn parmi eux. Enfin, c'est vraiment super. Moi, je le préfère quasiment en fait à la trilogie de Jackson, l'ayant découvert plus tard. Et le bouquin, j'en parle même pas. Je suis pas très versé dedans. Mais en tout cas, Warner va continuer sur les dessins animés et aussi un petit peu sur les jeux vidéo. Et c'est pour ça aussi moi que je le connais particulièrement, et que pour tous les gens qui ont joué aux jeux vidéo à l'orée des années 2000 et qui étaient un peu portés sur la chose, à savoir le jeu de rôle, il est très connu parce qu'il a fait la voix du méchant dans Baldur's Gate 2, qui était, pour vous donner un ordre d'idée, Baldur's Gate, c'est un jeu vidéo qui était basé sur Donjons et Dragons, qu'a lancé BioWare. Donc BioWare, c'est une boîte qui a fait Mass Effect ensuite, qui, en fait, ils sont arrivés à la fin des années 90 quand le genre était très moribond. Il y avait eu Fallout juste avant, mais c'était un peu particulier. Eux, ils étaient plus sur une adaptation de Donjons et Dragons, donc les épées, les magiciens, les machins. Et ils ont fait un jeu qui était absolument incroyable, une saga épique très très longue. Il fallait qu'ils sortent un 2. Et le 2, on nous promettait, on s'est marré, on nous promettait que ça allait péter la lune. Et ça, péter la lune, c'était... le jeu, je sais pas, il faisait 4 fois la taille du premier. Enfin, l'histoire, elle était beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark. Et ça commence, en fait, plutôt que youpi la fête, vous êtes le jeune aventurier qui part dans un cambrousse. Bah non, on commence, on est torturé dans un donjon. C'est super glauque, tout le jeu est très sombre. Et ça commence, en fait, il y a une sorte de magicien décharné, scarifié à la Hellraiser qui est face à vous et qui vous dit « Ah, l'enfant de Baal s'est éveillé. L'heure est venue pour plus d'expérience. » Et il se met à torturer votre perso. Et ce gars-là, en fait, cette espèce de méchant magicien que vous poursuivez pendant tout le jeu, qui s'appelle Irenicus, offre vraiment, parce que tout est doublé en fait, en tout cas quand il apparaît, c'est David Warner qui double ce magicien, et c'est vraiment incroyable parce que donc dans l'histoire, en fait, pour aller vite, c'est un elfe qui a perdu son statut elfique, et donc il cherche par tous les moyens à recouvrer son immortalité. Et le gars, c'est vraiment chouette parce qu'il a vraiment des aspects dans l'histoire où, bon, il est à la fois un espèce de magicien extrêmement pompeux, arrogant, qui, à tout point de vue, fait la nique au personnage, mais dans un langage extrêmement châtié et poli. Et d'un autre côté, il y a vraiment la tristesse de l'innocence perdue ne peut jamais être retrouvée, parce qu'il a qu'une envie, en fait, c'est de redevenir un elfe, ce qu'il pourra jamais. Il y a des dialogues, et surtout il y a des monologues dans le jeu, que Warner prouve, alors que bon, il lit des noms elfiques, des trucs de magiciens, etc., auxquels, à mon avis, à 70 balais, il ne devait pas comprendre grand-chose, et pourtant il le fait extrêmement bien. Et c'est très très plaisant, et c'est un vrai plaisir, ce Baldur's Gate nous offre, en fait, au niveau du doublage. Et c'est vrai qu'en fait, c'est rigolo, parce que quand David Warner est mort, il y a eu énormément, en fait, de magazines, de sites de jeux vidéo sur les Reddit et compagnie, où les mecs ont dit, Warner est mort, c'était la voix d'Irenicus, quoi. C'était quasiment son seul rôle de jeu vidéo, mais ça a beaucoup marqué, en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et lui, quand on lui parlait en interview, on dit « vous vous rappelez, vous avez fait un jeu vidéo ?» Il dit « c'est pas ma génération, mais je sais qu'il y a énormément de gens que ça a marqué, et je leur remercie, quoi, simplement, parce que je comprends pas vraiment ce que c'est, je veux dire, qui peut l'en blâmer. Mais en tout cas, il a vraiment apporté un très bon... Pour un truc qui est uniquement alimentaire, il a fait une super performance. Et quand il y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, ils ont refait une édition de Baldur's Gate 2 avec plus de contenu. Et en fait, ils l'ont refait jouer là-dessus, pour qu'il puisse apporter des nouvelles voix à son personnage de John Irenicus. Donc ça, c'était vraiment très rigolo. Et ensuite, bon, voilà, sur la fin de sa carrière, passé les années 2000, il va un peu arrêter les films américains, il va lâcher Hollywood, il va revenir lentement mais sûrement vers sa patrie d'adoption, à savoir l'Angleterre, où une nouvelle génération, en fait, simplement, des gens qui ont vu ces films des années 70,
puis dans les années 80 et dans les années 90, ses doublages ou dans ses films, notamment les Tortues Ninja, vont faire du cinéma ou de la télévision et vont l'appeler, tout connement. Et vous avez notamment un gars qui s'appelle Mark Gatiss, qui est très très connu parce que c'est lui qui a fait les scénarios de Sherlock, donc le remake, et toute cette série de revival de monstres gothiques. Donc je pense qu'il y avait Jekyll qui était très très bien aussi. Dracula était à chier, mais bon, ça c'est d'autres choses. Et Mark Gatiss, en fait, il est connu aussi parce qu'il va devenir écrivain sur Doctor Who. Et Mark Gatiss a adoré The Omen, était un grand fan de David Warner, donc il va très vite l'interviewer parce qu'il va faire un documentaire sur l'histoire du cinéma d'horreur en Angleterre, et il va devenir pote en fait avec David Warner, et donc de but en blanc. Ce qui est assez rigolo, c'est que David Warner, à une certaine époque, dans sa jeunesse, était potentiellement sur la liste. Enfin, il y avait une rumeur qui disait qu'il allait devenir l'un des nouveaux Doctor Who. Ça s'est jamais fait, mais dans les années 2000, il va voir Mark Gatiss, il fait j'aimerais bien. Enfin, il lui avoue, quoi. Il dit en fait, j'aurais bien aimé être dans Doctor Who. Et donc Gatiss, qui allait devenir scénariste, il dit c'est pas un souci. Donc il lui faut un petit scénario. Je crois qu'il joue dans la version avec Matt Smith. Il a un petit rôle, quoi, mais qui est assez touchant et sympathique. Et de là, en fait, il va se retrouver dans un univers parallèle de trucs de Doctor Who. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, Doctor Who, c'est aussi une série depuis très très longtemps, comme je disais, de feuilletons radiophoniques, ou de podcasts, ou que sais-je, sur le format. Et il va se retrouver dans des histoires parallèles de Doctor Who, où il va jouer le Doctor Who. Il va se retrouver avec Sylvester McCoy, qui était l'un des docteurs, je crois le 4e, qui n'a pas une super carrière. Il devait jouer avec Christopher Eccleston aussi dans cette version-là. En fait, c'est toute une version parallèle où David Warner a pu enfin devenir le fameux docteur. Et je pense qu'il en était extrêmement content, ne serait-ce par le chèque, j'imagine, mais aussi par le fait qu'il a pu recouvrir quelque part une réalisation qui ne s'est pas faite. Et c'est un peu ce qui est tragique, je trouve, avec Warner, c'est que c'est clairement quelqu'un qui n'a pas eu la fin de la carrière qu'il aurait mérité. J'explique, il y a beaucoup d'acteurs britanniques qui étaient connus dans les 60-70, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de merde, faut l'avouer, dans le cinéma hollywoodien dans les années 80, parce que ça payait plus, c'est pour ça qu'ils vont à Hollywood. C'était la même chose pour les écrivains de comic book, ce qu'on appelle l'invasion anglaise, donc dans les années 80. Je dis ça parce que je regarde Sandman en ce moment. Mais dans les années 80, il y a Neil Gaiman, tous les mecs en fait qui bossaient chez AD 2000, qui était l'équivalent de Métal Hurlant en Angleterre, qui se sont fait débaucher par cette grande dame qui s'appelle Karen Berger, qui était en fait l'éditrice en chef de Vertigo. Donc ils sont tous allés bosser aux États-Unis. Donc pareil pour les acteurs. En fait, dans les années 80, on s'est aperçu que les acteurs britanniques, généralement, ils jouaient mieux, ils étaient moins chers, donc on les amenait. Et maintenant, il y a un peu ça aussi avec les Australiens, où il y a une connexion avec les Australiens il y a souvent, c'est pas des seconds couteaux là, c'est plutôt des rôles principaux que je trouve pas géniaux, mais bon, passons. Et donc, hélas, il a jamais eu le revival qui arrive en fin de carrière. Notamment, je pense à Charles Dance, qui a eu son Game of Thrones, qui a joué donc le patriarche Tywin Lannister, dont tout le monde se souvient parce qu'il est exceptionnel, que ce soit les jeunes, ils le trouvent, quand t'es jeune, tu regardes ça, tu dis ouais, c'est vraiment l'espèce de patriarche. Quand t'es vieux, tu dis c'est cool parce qu'il y a un personnage vieux qui est charismatique et qui est super bien. Donc le mec, il gagne sur tous les plans, alors qu'il a... Charles Dance, c'est un mec qui a fait Space Trucker, quoi, dans les années 90, donc il est un peu en galère. Et je pense que David Warner l'a toujours un peu ressenti, ça. Il s'est toujours dit, dans une des interviews, il dit moi j'ai pas eu de Game of Thrones, j'ai pas été dans Harry Potter. Harry Potter, qui était quand même la série de films où il y avait tous les acteurs britanniques de la Terre qu'on puisse imaginer, qui se passaient le relais en disant tiens, je vais venir là. Et des gens dont on avait un peu une grande dame comme Maggie Smith, qu'on avait un peu oublié, en tout cas à l'international dans les années 90, se retrouve catapulté et remis sur le devant de l'écran. Et je pense que Warner n'a jamais eu ça. En fait, je pense que ça l'a blessé un petit peu. Après, il n'est pas complètement oublié. Et c'est ça qui, pour finir un peu sur une note positive, donc il a quand même... Le cinéma, c'est pas que ça, il n'y a pas que ça. Il a fait beaucoup de théâtre. Dans ces années, je parle entre les années, entre le moment où il a 60 ans jusqu'à la fin de sa vie, beaucoup de théâtre à nouveau en Angleterre, et il est quand même de temps en temps sommé par des gens qui l'ont vu. Je pense notamment les 2 derniers rôles dont je me rappelle vraiment avec lui, c'est dans Wallander, où évidemment Wallander, série nordique dont le remake est fait par Kenneth Branagh, grand acteur shakespearien, qui a forcément dévoré dans sa jeunesse toutes les performances faites par la Royal Shakespeare Company, qui va amener Warner pour jouer son père, en fait, qui est un rôle extrêmement touchant à la série, puisque le principe, c'est que c'est un flic, la totale est divorcé, machin, qui est porté sur la bouteille, et qui n'arrive pas à résoudre une enquête à un moment, et son père, en fait, parce qu'il a des réunions familiales, son père est un ex-flic, lui aussi, qui est atteint de
de démence, en fait. Il passe son temps à peindre des peupliers, mais le mec est irascible, il est horrible parce que bouffé par la maladie. Et il y a des scènes de repas qui sont absolument sidérantes dans la série, et il y a un moment, Valander fils s'effondre dans les bras de son père, il dit « j'y arrive pas, je peux pas, cette enquête, j'y arrive pas ». Et c'est super touchant, parce que c'est le moment où le personnage du père, joué par Warner, arrive à sortir la démence pour aider son fils, quoi. Et c'est super touchant, quoi. Vraiment, c'est un très très beau rôle, et je pense que c'est vraiment un hommage. Parce que voilà, même si le grand public l'a oublié, même si Hollywood et l'Angleterre l'ont oublié quelque part, dans les rôles qu'on lui propose, il y a des gens qui ont grandi, donc je pense à Gatiss, mais évidemment, Branagh aussi. Et un dernier petit truc aussi, comme ça, c'est dans la série Penny Dreadful, où c'est assez rigolo, donc c'est une série qui est entièrement tournée, qui était tournée à Dublin, donc en Irlande, et donc les gars qui ont fait la série ont appelé David Warner en disant est-ce que tu veux jouer un tout petit rôle qu'on a pour vous, vous allez jouer Abraham Van Helsing. Donc il a juste un tout petit rôle, et c'est le chasseur de vampires originel, parce que dans la série il y a un grand truc avec Dracula, et c'est sympa en fait, on le voit, c'est une ombre fugace, il discute 5 minutes avec le personnage qui est joué par Timothy Dalton, je crois, et hop, il disparaît comme ça dans les ondes. Et il se fait bien sûr égorger et triper dans la pire façon possible, parce qu'on reste dans une espèce de parodie de gothic horror et des films de la Hammer, mais c'est une chouette embolée, et je pense un dernier beau souvenir qu'on peut avoir par rapport à la longue et prestigieuse carrière de David Warner, qui a commencé, qui devait être un des premiers rôles, vraiment, je pense, du cinéma britannique des 60-70, et qui finalement s'est rabattu sur une carrière plus contrastée, mais qui n'en est pas moins belle. Et d'ailleurs, lui, dans ses interviews, pour finir, quand on lui dit est-ce que vous avez un rôle en particulier dont vous êtes très fier, ou des regrets, il dit j'ai pas vraiment de regrets, je suis content de tous mes rôles, et au final, j'ai eu la chance de faire une carrière, et c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai toujours comme d'habitude pris beaucoup de plaisir, même si ça a été un peu délicat, je l'avoue, de travailler sur l'actualité, parce que c'est pas forcément un sujet qui est très facile, et puis ça fait toujours un petit peu... on utilise l'actualité pour trouver un sujet, ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite faire avec ce podcast, mais ça m'a semblé suffisamment important de revenir sur la carrière de quelqu'un qui maintenant, en fait, si vous n'avez pas grandi dans les années 90, il est sûr que David Warner, vous ne l'avez pas trop vu dans ses slashers ou les films un peu débiles, donc ça me semblait assez important, et l'occasion était belle de revenir sur sa carrière. En tout cas, si vous voulez me laisser un message, n'hésitez pas, j'ai une adresse email qui est contact@secondcouteau.fr. Je suis sur Twitter @2couteau, et sinon j'ai un site internet qui est secondcouteau.fr. Et n'hésitez pas bien sûr à me laisser aussi, si vous le souhaitez, des avis ou des notes sur iTunes/Apple Podcasts, ça aide toujours pour se faire connaître. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À plus tard.
Il est presque minuit, on y va? Vous êtes cordialement invité au musée de Cire. Les portes s'ouvrent à minuit. Soyez les bienvenus dans notre musée de Cire. Vous voulez encore à boire? Et maintenant, l'entrée. Miles O'Keefe, Deborah Foreman, David Warner et Seth Gallagher. Waswork, RSVP, si vous en avez le courage.